Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur l'invité. Nous sommes très heureux de recevoir pour vous en ce premier dimanche du mois de mars l'honorable Valentin Djanoté. Bonjour. Oui, bonjour madame. Vous êtes donc député à l'Assemblée nationale du Bénin, vous êtes secrétaire exécutif national FCBE. Absolument. Bienvenue donc sur notre plateau. Kader Achirou, vous êtes là pour conduire l'entretien avec moi. Bonjour. Bonjour Nadège Diwan, chers amis internautes, bonjour. Mais avant que vous ne passiez à la première question, Kader Achirou, vous allez me permettre de souhaiter bon carême à tous les fidèles catholiques qui sont en carême pour ce mois de mars. Bon carême à tous et à toutes. Kader Achirou, à vous le micro. Bonjour à nouveau, honorable Valentin Djanoté. Vous êtes membre du parti politique aujourd'hui, Force Coalition Bénin Émergent. L'Alliance Force Coalition Bénin Émergent a tenu les 10 et 11 février 2018 à Parakou. J'ai un congrès qui s'est tenu à Parakou. Alors, quels sont les acquis issus de ce grand conclave politique? Merci beaucoup, cher ami Kader. Effectivement, comme vous l'avez dit, les 10 et 11 derniers, la FCBE ont tenu leur deuxième congrès à Parakou. Les acquis en réalité, cette alliance a connu une mutation pour devenir désormais un parti politique. Et lorsque nous parlons de parti politique, vous voyez, c'est une organisation plus raffinée, c'est une philosophie, c'est un organigramme bien précis et c'est beaucoup plus la discipline. C'est beaucoup plus la discipline. Et depuis donc ce congrès, nous avons noté un regain d'attention des différents militants. Il y avait beaucoup de militants que nous avions, beaucoup d'élus que nous avions, mais qui depuis avril 2016 peinent à s'afficher comme FCBE. Mais grâce à cette réussite, beaucoup ont du plaisir aujourd'hui à porter le nom et beaucoup ont aujourd'hui le courage de commencer à s'afficher en tant que FCBE. Et je crois que c'est quand même un acquis fondamental. Cela va nous faciliter la remobilisation sur le terrain pour pouvoir mieux nous structurer. Et d'ailleurs, la structuration qui est retenue, ça donne beaucoup plus de visibilité. Et les jours à venir, je crois que nous allons commencer à installer, ou du moins ça, à remettre encore en place nos différentes structures pour plus de visibilité et pour plus de combativité. Alors, FCBE, parti politique, des perspectives pour l'avenir? Oui, les perspectives, comme je l'ai dit d'ailleurs, vous voyez, d'abord, notre philosophie est claire et nette. Et aujourd'hui, c'est le militantisme. Nous allons développer véritablement le militantisme. Et c'est pour cela que nous avons prévu dans nos structures une école du parti. Une école du parti. Parce que, vous savez, FCBE était né pendant qu'on était au pouvoir. Et toutes les formations politiques qui sont nées à partir du pouvoir, il y a une certaine facilité. Parce que qui est à la recherche d'un emploi, qui est à la recherche d'une nomination, qui est à la recherche de marché public, ce qui fait qu'il n'y avait pas une conviction en tant que telle. Il n'y a que rares personnes qui avaient vraiment une conviction. Maintenant que nous sommes devenus un parti politique, et ce n'est plus des regroupements de mouvements ou d'associations ou de partis, et que c'est des gens qui viendront s'inscrire individuellement, je crois que là, il faut avoir vraiment une conviction, il faut avoir vraiment une foi, croire en une idéologie avant d'adhérer. Et c'est ça qui va faire la différence par rapport à ce que nous étions hier. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus rien à donner. Donc si quelqu'un vient, c'est parce qu'il croit vraiment. Tout à l'heure, vous avez évoqué la thèse de regain d'attention des militants. Est-ce que ce regain d'attention des militants peut justifier également la marée humaine qu'on a constatée autour, ou qu'on a remarqué autour du président Boni Yayi lors de sa sortie visant à présenter les condoléances à la famille éplorée du roi défunt de Kétou? Je le crois aussi, mais il y a aussi que les gens avaient soif de voir l'ancien président Yayi Boni, parce que vous savez, les derniers moments du régime Yayi Boni, on a été cloué au pilori, on était perçu comme le diable, on était perçu comme quelqu'un qui a commis tous les péchés d'Israël. Et Dieu merci, nous avons connu un nouveau régime depuis 2 ans. On a vu comment ça fonctionne, comment ça évolue. Les Béninois ont eu le temps de faire une appréciation, de faire un jugement, de comparer les deux régimes. Et ils ont noté quand même qu'il y a un certain humanisme qui a disparu. Ils ont noté quand même que l'homme était valorisé sous l'ancien régime, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et tout ça fait que du coup, ceux qui étaient prêts à clouer Yayi Boni, qui étaient prêts à jeter l'anathème sur Yayi Boni, ont vu en lui maintenant quand même quelqu'un qui était humain, quelqu'un qui avait quand même le souci de développer son pays et de vouloir le bien-être de chacun de nous. Du coup, lorsqu'il sort, ça devient un événement. Et vous savez également que depuis 2 ans, il ne sort plus. Il s'est caché parce que la première sortie malheureuse où il a pensé en tant que citoyen quand même se promener un peu, aller sur
à l'aéroport de Tourou, où un ministre de la République l'avait qualifié de vil individu, qui serait traité comme vil individu. Il s'est rétracté. Et aussi, le régime pensait toujours que tout le malheur, c'est Yaïboni. Donc, quelque chose se passe à Yaïboni. Donc, il s'est retiré. Donc, les gens ont soif de le voir. Et vous savez, il a de ces petites formules qui faisaient plaisir quand même aux femmes. Quand il dit aux femmes, je vous aime. Combien de maris disent même à leur mari, je vous aime. Donc, ces petites choses, de petites boutades, ça n'allait de rien, mais ça accroche, ça attire, et c'est ça. Alors, pour que tout le monde vous le dise, c'est curieux. Ce n'était pas du tout une manifestation, c'était juste pour aller présenter des condoléances à la famille éplorée, parce que le roi de Kéton est un ami personnel à lui, et on était un certain nombre à l'avoir accompagné, mais on n'a pas compris ce qui s'est passé, où subitement, là, on a été envahi alors qu'on avait tenu secrète cette sortie-là. Vous voyez, c'est la preuve que quand Dieu met sur vous une onction, là, aucun homme ne peut l'enlever. Donc, il y a quand même une certaine onction qui est sur le président Yaïboni et qui fait que, naturellement, il attire les hommes et parce que lui-même, il aime ça. Donc, Dieu, là, a voulu quand même lui essuyer les larmes des derniers mois. Alors, on parlera maintenant de la sortie du bloc de la majorité parlementaire. On a tous suivi cette sortie-là où les députés du bloc sont maintenant prêts à répondre du tic au tac. Oui, j'ai eu du plaisir également à suivre mes collègues. Nous sommes dans un système démocratique. C'est le bon jeu, hein, ça, je ne peux pas leur en vouloir du tout, c'est leur droit le plus absolu. Et étant donné qu'ils sont de la mouvance présidentielle, ils sont là pour accompagner le chef de l'État dans ses actions, c'est leur droit quand même de sortir de temps en temps aussi et pour expliquer la version des faits selon leur vision, selon ce qu'ils pensent. Et je salue ça parce que sinon le débat va être un débat monotone. Seulement que je n'ai pas tellement noté la plus-value qu'ils ont apportée. Mais c'est aussi bon, tout au moins, ça a eu le mérite d'une sortie où le chef de l'État va se dire quand même, ah, moi aussi j'ai des gens qui sont là, qui m'accompagnent. Quand on parle de réforme, des fois, moi, je suis content parce qu'un pays où les choses ne changent pas, il n'y a pas de réforme, le pays ne peut pas avancer. En cela, je salue et je remercie le gouvernement du président Patrice Talon. Seulement qu'aujourd'hui, je n'arrive plus à donner un contenu au mot réforme. Au mot réforme, lorsqu'on casse les gens, on appelle ça réforme. Lorsqu'on se met à, on fait une récolte de coton, on appelle ça réforme. C'est quoi la réforme finalement? Moi, je ne sais plus. Je ne sais plus. Vous voyez, donc, on casse les gens, on fait n'importe quoi, on appelle ça réforme. Du coup, il va falloir que l'on redéfinisse ce vocable et qu'on précise exactement ce qu'on met à l'intérieur. Vous voyez, le retrait même du droit de grève, est-ce que c'est une réforme ça? Je ne vois pas. On va retirer le droit de grève, on dit que c'est une réforme. Et souvent quand les gens évoquent notre temps pour dire oui, en notre temps on a tenté, mais qui sont ceux qui avaient lutté contre ça en temps? Il faut que les gens soient conséquents, et que les gens soient logiques, et qu'il y ait une suite dans leur démarche. Parce qu'au moment où nous on a voulu faire le retrait, encore que je dis, les conditions n'étaient pas du tout les mêmes. Au même moment où nous on a voulu retirer le droit de grève, il y avait qu'au niveau donc, du Conseil supérieur de la magistrature, il y a une restructuration où le chef de l'État devrait se retirer, le garde des Sceaux devrait se retirer. Mais aujourd'hui, tout en cherchant à retirer le droit de grève ou bien en retirant le droit de grève, le chef de l'État est présent dans le Conseil supérieur de la magistrature, le garde des Sceaux est présent dans le Conseil de la magistrature, et pire, on a amené dans le Conseil supérieur de la magistrature le ministre de la fonction publique, le ministre des Finances. Donc, alors qu'on disait qu'il faut laisser la justice aux spécialistes, aux gens de le domaine, on a envahi, le gouvernement a envahi encore le Conseil supérieur de la magistrature. Ouais, donc là, ça ne va pas. Et dans le même temps, ceux-là qui donnaient des arguments aux magistrats pour dire jamais ça ne va pas se passer, ceux-là qui ont fait des marches, qui ont porté des tricots rouges, qui ont démontré parce qu'ils sont professeurs agrégés d'université, ont donné tous les arguments. Ça, je m'étonne que ceux-là trouvent aujourd'hui des mots pour justifier ce qu'ils ont refusé il y a moins de 3 ans. On le dit bien, mais vous avez également écouté l'honorable Gérald Bonochi qui a justifié également la non-désignation de l'homme de Consnepi par un mécanisme assez édifiant pour sa part, parce qu'il estime que l'Assemblée nationale a une procédure, a un règlement intérieur interne à lui-même, et que l'Assemblée nationale, en ce qui le concerne, a un président qui est respectueux des tests
et que, en ce qui concerne les COSLEPI des années intercalaires, leur travail ne sert véritablement pas quand même à une élection, puisque nous parlons de législative en 2019, que le COSLEPI qui sera installé en 2017 et en 2018 ne servira pas réellement à l'élection de 2019. Alors pour être précise, hein, comment percevez-vous la non-désignation des membres du COSLEPI? Merci madame, merci monsieur. Oui, à Gbenochi, au-delà de collègues, c'est un frère à moi, un frère en Christ. Oui, c'est terrible. Bon, je n'aime pas souvent porter des jugements de valeur sur les collègues. Mais j'étais surpris parce que je connais mon frère Gbenochi, c'est un monsieur très équilibré, un monsieur très raisonnable, un bon intellectuel. Ouais, c'est ça la politique parfois. On tente d'expliquer l'inexplicable. Et là, vous tombez complètement bas. Parce que c'est une loi qui existe. Nous n'avons pas interprété la loi. La loi est claire et nette. Tous les 1er juillet, on doit installer COSLEPI. Donc COSLEPI travaille du 1er juillet au 31 janvier. Et au plus 15 janvier, même, on doit remettre la liste. Donc la loi n'a jamais dit les années où il n'y a pas une élection, donc on ne doit pas faire la mise à jour de COSLEPI. Mais si on dit ça, supposons par exemple que si on n'aura plus d'élection d'ici 3 ans, donc on va croiser les bras. La loi n'a pas dit ça. Donc on a violé, et comme le disait un ancien syndicaliste, on a violé violemment la loi. Et ce n'est pas bien, parce que nous sommes des législateurs. C'est nous qui avons voté cette loi-là. Ça a été promulgué par le gouvernement. Maintenant que le législatif et l'exécutif s'entendent pour violer les lois de la République, qui sont ceux qui pourraient alors encore appliquer les lois? Et mieux, en temps normal, nous aurions dû désigner depuis 1er juillet 2016, je crois, 2017, les membres du COSLEPI. On ne l'a pas fait. On a choisi délibérément de ne pas le faire. Et nous, au niveau de la minorité parlementaire, on a attiré l'attention du bureau de l'Assemblée, en particulier du président de l'Assemblée nationale. Et lorsqu'il avait présenté son rapport, j'ai eu à lui dire, Monsieur le Président, vous avez laissé un pan important donc de la vie politique, la non-désignation des membres du COSLEPI. Et il a banalisé. Il m'a répondu, non, bon, comment il y a Ravip? Ravip, c'est carrément autre chose. Et figurez-vous, quand on avait voté cette loi, et j'ai commencé par manifester mon inquiétude en ce qui concerne cet aspect de liste électorale, et je dis que c'est là l'objectif. Le premier objectif, c'est de gagner de l'argent, parce que ça ne sert à rien pratiquement de vouloir. Par contre, il y a toutes les fonctionnalités qu'on veut avoir avec Ravip, c'est les noms qui changent. On peut avoir ça avec la LEPI. Avec la LEPI, on peut avoir 600 applications. Le plus, c'est de prendre des enfants de 1 jour à 9 ans. Mais on pourrait, c'est un logiciel, on pourrait faire la même chose avec la LEPI. Donc on a choisi de ne pas le faire parce qu'on comptait utiliser par ruse Ravip pour faire les élections. Et lorsque nous l'avions dit, on a dit non, on mentait. Et j'avais mis en exergue l'article 13, où habilement ils ont mis ça. Mais Dieu merci, on veille au grain. Partout où je suis passé, on a envoyé un collègue qui est passé sur toutes les chaînes où je suis passé pour dire que je faisais de l'intoxication. Mais si c'est vrai que j'ai intoxiqué, et qu'il s'est retrouvé dans la nation un citoyen qui a saisi la Cour constitutionnelle pour dire nous sommes en train de violer la loi, ce qu'il y a une honte, on devait en avoir honte. La Cour constitutionnelle nous a donné une date impérative, le 21 décembre. Et on doit installer les membres le 29. Mais nous avons choisi de ne pas encore tempérer. Mais quand on me dit le président de l'Assemblée est répété de tête, moi ça me dérange. Franchement, il ne faut pas qu'on se moque du peuple. C'est vrai que c'est l'idée qu'il projette, mais ce qui n'est pas vrai. Quand on a reçu cette décision de la Cour, on avait 4 jours où on pouvait réunir comment on appelle ça, le bureau, la conférence des présidents pour pouvoir programmer cette activité-là. Parce qu'il y avait une date impérative. Mais parce qu'on avait déjà fixé une date pour une plénière, on a laissé les 4 jours-là se volatiliser comme ça. Et on s'est retrouvé le jour où il fallait faire la désignation, le 21. Donc on était en plénière le 21. Mais je vous dis, avant ça, on avait 4 jours où on pouvait se réunir et décider. Et inclure ça dans cette date. Mais on s'est retrouvé, et c'est le 21 là que le président a affecté le dossier à la commission des lois. Mais je vous dis, je suis membre de la commission des lois. C'est un travail que la commission peut faire en 10-15 minutes. Parce que déjà, la Cour constitutionnelle a déjà donné comment ça va se faire. 4 à désigner par la minorité, 5 à désigner par la majorité. On avait déjà donc ces gens de rapport. Il suffit donc juste de prendre le rapport et de changer seulement ces chiffres-là. Et de dire, voilà, nous proposons à la plénière de faire la désignation
en suivant telle répartition. 15 minutes, c'est terminé. Mais depuis ce temps-là, jusqu'à ce jour, la commission des lois n'a pas trouvé les 15 minutes là pour pouvoir déposer son rapport. Mais je dis, c'est un jeu. C'est un jeu du moment où le président de l'Assemblée, en affectant ce dossier à la commission des lois, et a dit, monsieur le président, je vous affecte le dossier, prenez votre temps. Déposez votre rapport quand vous le pouvez. Mais ça c'est clair ça, mais quand même, on n'a pas besoin de faire Sorbonne pour comprendre. Vous voyez, et même les gestes qu'on fait, il y a ce qu'on appelle le langage non verbal. Donc, du coup, les gens n'ont jamais, sont si occupés que tout le temps que nous avons travaillé avant d'aller en congé, ils n'ont pas trouvé 30 minutes, 15 minutes pour pouvoir faire ce rapport-là. On en est là. Maintenant qu'on me dise que c'est parce que si on fait les mêmes, cette liste-là, on n'a pas une élection, ça ne nous aurait servi à rien, c'est pas légal. La loi n'a pas dit ça. Ce que la loi a dit là, 1er juillet, chaque année, on l'installe. Et la Cour est allée plus loin, jusqu'à dire, mais la validité donc, de la LEPI, c'est 10 ans. Donc avant 2021, on ne peut rien faire. Mais c'est que les gens comptaient sur Ravip. Et vous savez très bien dans quelles conditions on a désigné Safran. Le président a été élu, il a prêté serment à peine quelques jours. Déjà, il a négocié l'arrivée de Safran. Et c'est un gré à gré. C'est extrêmement dangereux. On joue à un jeu dangereux. Parce que les questions électorales sont des questions très sensibles. Vous savez, les pays où ça a mal tourné, les gens sont en guerre. La paix n'est jamais revenue. Et la LEPI, ça a été quelque chose de consensuel. Tous les partis politiques se réunissent. Ce n'est pas pour rien qu'on dit majorité et minorité pour pouvoir désigner les membres. Mieux, pour confectionner cette liste, vous savez que les grandes puissances ont cotisé. Les États-Unis, la France, l'Union européenne, et c'est PNUD qui avait dirigé ça. Vous avez suivi ça. Donc pour qu'il y ait un consensus autour. Mais ici, c'est l'exécutif qui choisit son prestataire. On ne sait même pas quel est le cahier de charge. Aujourd'hui, qui va me dire quel est le cahier de charge de Safran? Et on vient, les gens commencent à opérer, et on dit même les étrangers peuvent s'inscrire, et c'est le plus. Et vous savez très bien que sur le terrain aujourd'hui maintenant, moi je suis à Calavi. Parfois il faut aller à 5 h du matin, faire le rang jusqu'au soir, et vous n'allez pas pouvoir vous inscrire, et vous revenez le lendemain. Mais qu'est-ce que les gens ont gagné à faire tout ça là? Et vous savez très bien par quelle méthode on avait fait la LEPI dans ce pays, où les gens sont même partis de maison en maison, tout ça là. Bref, c'est pour vous dire que ça c'est des justificatifs qui ne tiennent pas la route. C'est qu'on a violé la loi, reconnaissons que nous avons violé la loi. Et espérons que le 1er juillet, on va vraiment installer. Mais là encore, je voudrais faire ça une mise en garde. Parce que lorsque vous allez vous inscrire pour Ravip, vous donnez votre nom, vous voyez que c'est les données de la LEPI qui s'affichent en même temps à l'écran. Donc c'est un peu comme si on a versé les données de l'EPI à Safran. Et c'est l'ANT, l'Agence nationale de traitement, qui était une structure de coste l'EPI qui prête main forte aux gens de Ravip. Ce qui pose un problème, c'est vrai que dans la loi, on a mis une disposition transitoire pour dire en attendant d'installer telle structure, ANT va travailler avec Ravip. Mais là, que l'on tripatouille cette liste, il y a un problème. C'est pour cela que moi je dis, même si Ravip ne devait pas servir, c'est pas si, ça ne doit pas, il n'y aura jamais élection dans ce pays avec Ravip, on ne fera pas avant 2021. Si on fait, nous on va protester violemment, on va protester, et nous avons déjà commencé même à tenir informés toutes les chancelleries, les ambassades. Nous avons déjà rencontré l'ambassade des États-Unis. Bientôt, nous allons rencontrer d'autres ambassades pour leur dire clairement, s'ils veulent la paix dans le pays, il ne faudrait pas qu'on ose un jour même dire qu'on va faire élection avant 2021 avec Ravip. Ce n'est pas que l'opposition va boycotter les élections. Il n'y aura pas élection. Il faut que ça soit clair et net. Mais même là, qu'on aura fini avec la liste Ravip, il faudrait que l'on fasse un audit, même la LEPI, là, de la manière dont on a remis reverser les données de la LEPI à Ravip. Et aujourd'hui, vous savez, voilà encore quelque chose que les gens ne savent pas dans ce pays. C'est au niveau de CIC qui avait les installations, les équipements qui avaient servi à faire la LEPI. Mais aujourd'hui, vous allez au CIC, à la CIC, pardon, non, au CIC, au centre, vous allez constater qu'il n'y avait plus les militaires, parce qu'il y avait les militaires pour assurer la sécurité. Je me demande même si les installations là sont vraiment encore en place. Même si c'est en place là et qu'il n'y avait plus un système de sécurité, moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète. Donc, j'ai peur qu'un jour même, on ne traficote même ces listes-là. Et pour ça, il aurait fallu qu'on fasse un audit. La liste qu'on va donner prochainement à la Sénat pour faire les élections, il faut qu'on fasse un audit international de cette liste-là pour nous assurer de sa fiabilité et de sa conformité aux données réelles. Et voilà ce que je peux dire. Et une fois encore, je nous invite à respecter les tests que nous nous sommes donnés nous-mêmes. Alors,
Monsieur l'honorable, monsieur le député, nous allons parler à présent du mandat d'arrêt contre Comine Coutier. Comine Coutier qui a servi dans le même gouvernement que vous. Il y a un mandat d'arrêt international contre lui maintenant. Oui, comme vous, je l'ai lu sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas encore la véracité jusqu'à ce jour parce que Comine Coutier, qui est un collègue, qui est même membre du bureau politique de FCBE, ne m'a pas encore dit qu'il a reçu un mandat d'arrêt international. Mais en tant que citoyen tout court et en tant qu'ancien garde des Sceaux, je suis un peu embêté. Je suis un peu embêté par cette procédure parce qu'on ne peut pas superposer les procédures et mettre, comme vous avez dit, la charrette devant le bœuf. C'est ça qu'on dit, non? Alors, vous avez décidé de saisir l'Assemblée nationale pour lever l'immunité de certains députés et avoir l'autorisation de poursuite contre certains anciens ministres. Est-ce qu'ils ont déjà obtenu l'autorisation de poursuite? Vous n'avez pas encore obtenu l'autorisation de poursuite et vous dites que vous voulez lancer un mandat d'arrêt international. Vous me comprenez? Bien sûr. Vous n'êtes pas encore autorisé à poursuivre la personne. Et déjà, vous voulez lancer un mandat d'arrêt international. Bon, du moment où je n'ai pas encore vu copie du document, je me dis que c'est peut-être des rumeurs et je laisse ça à l'étape de rumeurs. Sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui passent. Voilà, jusqu'à ce que ça se confirme. Si ça se confirme, là, je vais apprécier. Vous aviserez. Il y a également cette rumeur relative à la levée d'immunité parlementaire de certains députés, dont vous en faites partie également. Ça, c'est plus une rumeur parce que le garde des Sceaux l'a annoncé qu'ils ont déjà entendu à l'Assemblée nationale. Oui, effectivement, je l'ai entendu également comme vous, je l'ai lu. Je n'ai pas eu la chance de suivre le garde des Sceaux, mais j'ai lu sur les réseaux sociaux qu'effectivement, il a confirmé. Parce qu'au départ, on l'a dit, après on dit non, c'est pas vrai, c'est des rumeurs. Il y a même un de vos collègues. Le BNP aussi, on dit qu'ils n'ont pas encore notification également. Voilà. Non, mais c'est déposé à l'Assemblée. Et quand j'ai fait un petit commentaire, un de vos collègues m'a même charcuté pour dire voilà, que je me fie aux rumeurs, que je réagis. Et le lendemain, on a commencé par avoir ces confirmations-là. C'est chose normale. Moi, je crois que c'est des choses qui sont prévues par les tests en vigueur. Je ne trouve aucun mal à cela. Mais jusqu'à présent, je ne sais pas ce qu'on me reproche. Et je voulais avoir connaissance de ce qu'on me reproche réellement et avoir notification. Nous allons parler à présent du conseiller Dato, son remplacement. On parlait justement des tests qui sont violés dans la République. Oui, non, ce que nous notons depuis avril 2016, moi ça me dépasse, ça je vous l'avoue. Parce que c'est quand même curieux quoi. C'est curieux en ce sens que celui que nous avons aujourd'hui comme président, son Excellence Patrice Talon, alors candidat, avait traité de voyous un État dans lequel les décisions de justice ne sont pas respectées. C'est curieux, c'est inimaginable. Moi, franchement, je m'attendais à une gestion mieux assumée, une gestion rationnelle. Pardon? Mieux orthodoxale? Mieux orthodoxale, vraiment. Mais avec ce que je vois aujourd'hui, où on décide de violer la Constitution. Le chef de l'État a prêté serment sur la Constitution. Il est garant de la bonne application de notre loi fondamentale. Auquel cas, s'il ne le fait pas, il n'y a pas à juger. Mais il a du plaisir à violer. Parce que la loi organique dit, lorsqu'il y a ces genres de situations de démission, celui qui a démissionné est remplacé dans le mois. Le mois est passé. Un autre mois est passé. Et c'est silence radio. C'est-à-dire qu'on a décidé de violer allègrement. On viole les décisions de la Cour constitutionnelle, on viole même la Constitution, on viole les lois organiques. Moi, je ne sais plus franchement. Mais dans ces conditions-là, lorsque des citoyens vont violer les tests, on va dire qu'on va leur appliquer la loi. Est-ce que nous sommes justes? Une autorité, c'est d'abord la justice. Parce que l'autorité est d'essence divine. Et Dieu veut que l'on soit juste. Ce qui se passe là, nous nous amusons. Vous voyez, avant 90, ou même, disons, oui, avant 72, notre pays a connu tout le temps des coups d'État. Et on nous appelait pays malade de l'Afrique. De 72 à 90, on a connu une accalmie parce que le président Kérékou, paix à son âme, a dirigé quand même le pays de main de maître. Mais nous avons eu soif de la démocratie. Et nous sommes d'ailleurs, c'était hier. Hier, on a célébré la fin de la conférence nationale. Aujourd'hui, nous sommes en train de détruire complètement tous les acquis de la conférence nationale. Tous les acquis, tout. Je ne vois plus dans quel secteur on a pu sauvegarder quelque chose. Et le comble, c'est d'avril 2016 à ce jour. C'est le comble même. Car ce qui se passe aujourd'hui, ça ne s'est jamais passé depuis le renouveau démocratique. Où on pense que la loi là, c'est ce qui est dans notre tête qui est la loi. La loi là, c'est notre volonté qui est la loi. La condition, c'est ce qui est dans notre tête. Même on n'a pas pu faire la révision de la condition, mais on révise de fait
la Constitution en violant, et parce qu'on se dit, mais on le fait, qu'est-ce qui va se passer? Mais c'est pas bien. Là, on est en train d'amener le pays dans un désordre qui ne dit pas son nom. Parce que lorsque nous, dirigeants, Assemblée nationale, exécutif, on se compose de cette manière-là, lorsque le peuple, les citoyens vont commencer par décider de ne pas respecter les tests, quelle rigueur voulons-nous alors leur appliquer? Est-ce qu'on allons dire qu'ils ont violé? Mais non. Ça veut dire que ça va être sauf qui peut. Mais les États dans lesquels il n'y a pas le respect des dispositions légales, c'est vraiment un pays voyou. C'est-à-dire la voyouiserie même là. C'est aujourd'hui que ça s'en note. Et ça ne fait pas honneur à nos dirigeants. Vous étiez tantôt en train de parler d'État voyou, d'État qui ne respecte pas les lois de la République. Il y a eu des mouvements de débrayage qui ont été effectués durant le mois dernier. L'État a décidé de faire des défalcations. Alors, quelle appréhension vous en faites? Oui, ça dit. Et les mouvements repris de plus belle. Voilà, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu qui m'a accordé encore le souffle de vie pour que je puisse assister à ce à quoi j'assiste depuis un moment. Il s'est fait que le garde des Sceaux s'appelle Djogbenou, Maître Djogbenou. Un Maître Djogbenou que j'ai connu il y a quelques années pendant que nous étions aux affaires. Et qui a fait des démonstrations sur les plateaux partout ici que non, on ne doit pas défalquer parce que les gens ont fait grève, on n'a pas satisfait à ci, on n'a pas satisfait à ça. Mais je n'ai jamais su, je suis un ENAC, mais je n'ai jamais su dans la vie que l'interprétation des lois change selon les humeurs, selon la position qu'on occupe dans la société. Lorsqu'on est avocat et qu'on est à la recherche du pouvoir, la loi a une autre interprétation. Mais lorsqu'on devient ministre d'un régime qui a décidé de violer les lois, la loi a également un autre contenu. Je ne peux pas. Autre personne l'aurait dit que ça ne me dirait pas grand-chose. Mais que ce soit Maître Djogbenou qui dit aujourd'hui que la loi n'a pas été respectée et que les gens vont être condamnés même comme en position d'abandon de poste, je ne veux même pas rire. Ça me dépasse simplement. Ça me dépasse simplement. Au fait, la Bible dit chacun moissonne ce qu'il a semé. Ce qui se passe là, c'est pas bien. Ça n'est pas du tout bien. Personne ne peut dire que la grève fait du bien à un pays. Mais je dis, ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays est hautement divin. Il faut avoir l'esprit de Dieu pour pouvoir décerner, comprendre ce qui se passe. Voilà des gens qui tout le temps ont favorisé, ont encouragé la grève dans tous les secteurs. Et je suis mieux placé pour le dire parce que je l'ai vécu. Depuis le CNHU, j'ai vécu ça. Même dans mes positions ministérielles, dans les postes où je suis passé. Et les gens acclamaient ça, les gens encourageaient ça. Mais moi, au CNHU, quand j'étais au CNHU, je voyais des gens, des hommes politiques que je ne voulais pas nommer, qui venaient nuitamment au CNHU, rencontrer les syndicalistes, discuter avec eux. Ce que nous n'avons jamais fait. Pour encourager ça. Mais aujourd'hui, c'est en leur temps qu'ils font grève. Et en ce moment, ils ont salué, ils acclamaient qu'on ne doit pas enlever le droit de grève. Ils encourageaient pour dire qu'on ne doit pas faire défalcation. Mais aujourd'hui, on dit que la défalcation est irréversible. J'ai entendu un autre ministre qui dit non, que chacun n'a qu'à assumer que lorsqu'il y a grève, le gouvernement a joué sa partition, les travailleurs ont joué leur partition. J'ai entendu encore un autre grand ministre qui dit que non, ce n'est que l'application des tests. Voilà. Et on va jusqu'à dire maintenant que les gens seront considérés comme... Vous savez, en tant que citoyen béninois et ayant un peu de patriotisme, je voudrais appeler le gouvernement à la retenue. À la retenue. Parce que vous ne pouvez pas être en négociation et tenir certains propos. Ça énerve. C'est un peu comme si vous mettez de l'huile sur le feu. Vous êtes en négociation, même si vous n'avez pas la possibilité de donner, c'est de trouver quand même des mots pour apaiser la situation. Mais lorsque vous radicalisez votre position, ou vous pensez que vous... Non, on n'a pas d'empereur, hein, on a un président de la République. Nous sommes dans une république. On n'est pas dans une monarchie. Donc, quand on se comporte comme un roi, un empereur, et on pense qu'on a droit de vie ou de mort sur tout le monde, c'est pas vrai. On ne peut pas tuer tout le monde. On ne peut pas intimider tout le monde. Donc, il faudrait que les gens sachent raison garder. Pour se dire, nous sommes au service du peuple. Nous ne sommes pas là pour détruire le peuple. Et si vous êtes au service du peuple, il faut avoir le langage de négociation. Aujourd'hui, dans les écoles, ça s'enseigne, la négociation. Et ce qui est fait là, j'ai peur que les gens arrivent un jour à trouver vraiment la solution pour la sortie de crise. Est-ce à dire, à votre avis, que les réformes du président Patrice Talon ne sont pas porteuses d'avenir? Mais c'est quoi la réforme? C'est ça mon problème maintenant. Moi, j'aime plus ce que vous appelez réforme. On casse les maisons, on dit c'est réforme. On achète des parcelles à 75 fois le mètre carré, on dit c'est réforme. C'est quoi? Donnez-moi, vous parlez de quel genre de réforme? Donnez-moi des exemples précis. Là, je pourrais mieux apprécier. Oui, parce que moi, je ne sais plus, franchement. Ce qu'on met dans la réforme, je ne sais pas. Si je veux avoir un contenu, et qu'on me dise, nous voulons réformer le système partisan, par exemple. Là, on a commencé. On veut réformer notre système éducatif. Nous voulons réformer
notre système diplomatique, judiciaire, voilà. Là, je peux suivre quoi. Mais quand même le président, vous m'excusez, rit, on dit c'est une réforme. Le président se fâche, on dit c'est une réforme. Là, je ne comprends plus rien, franchement. Moi. Donc, je voudrais qu'on cadre encore les choses et qu'on donne vraiment un contenu au mot. Le système partisan, c'est quand même bien. Oui, là, c'est une réforme. Surtout pour le FCBE qui veut créer une école pour les partis. Donc oui, c'est une réforme. Mais vous avez, nous avons eu à faire un séminaire parlementaire qui a été élargi à tous les chefs de partis et également aux confessions religieuses, à tous les corps constitués de la nation. Et en ça, je remercie le président de l'Assemblée nationale pour cette volonté qu'il a eue à faire parler tout le monde. Et c'est ce que nous avons toujours souhaité. Il y a des réformes fondamentales, il y a des dossiers sensibles dans la nation où il faut interroger tout le monde. Mais à ce niveau, le texte qui a été proposé, et je l'ai dit lors du séminaire, je ne vois pas tellement l'avancer. Parce que le but qui est visé là, tout est déjà réglé par la loi de 2001 qui est actuellement en cours. On veut dire on veut réduire le nombre de partis. La loi qui est la charte des partis actuellement en vigueur dit lorsque le parti ne présente pas de candidat pendant 2 élections législatives, on raye ce parti de la liste des partis. C'est l'inapplication des lois. C'est ça notre problème au Bénin. On vote beaucoup de lois, ce n'est pas suivi, ce n'est pas appliqué. Donc si les ministres de l'Intérieur successifs avaient pris soin de rayer chaque fois les partis qui n'ont pas présenté de candidat aux élections législatives 2 fois successivement, on a à peine une dizaine de partis dans ce pays. À l'Assemblée, là, depuis le renouveau démocratique, est-ce qu'on n'a jamais eu 10 partis qui ont pu avoir de députés à l'Assemblée nationale? Non. Donc, on n'aurait jamais eu 200 partis si on appliquait ça. Premier objectif. Deuxième objectif, on parle de financement. Dans la loi actuelle, l'État a l'obligation d'accorder des subventions. Seulement qu'on n'a pas donné le quantum. Il n'y a pas un taux ici, on a parlé de 0,5% des recettes internes. Donc, il suffit seulement de dire le quantum. Donc là aussi, le problème là aussi peut être réglé avec la loi en cours. Il suffit que l'État augmente la subvention. Et pour le faire, on a trouvé des formules qui sont inopérantes. On dit, pour constituer un parti, il faut 100 personnes par commune. Ça vous dit 100 personnes par commune. On a 77 communes. Ça fait 7700 personnes. Dans quelle salle, dans quel est cet immeuble au Bénin ici, là, qui peut contenir 7700 personnes, rien que pour la réunion constitutive. Encore que, pour constituer un parti, ce n'est pas seulement les fondateurs. Il y a d'autres membres. C'est inopérant, c'est inopérationnel. Ça ne peut pas marcher. Ça, c'est pas réaliste. Et on pense que c'est ce faisant qu'on va oublier, on va réduire. Non, ça c'est artificiel. Ça ne peut pas marcher. Mieux, on dit désormais on va créer une agence. Au départ, on est à la présidente. Finalement, dans la loi, ils ont mis au ministère de l'Intérieur. Mais pourquoi encore une agence? Il y a déjà une direction, la direction générale des affaires intérieures. Encore que les choses ont évolué. Les gens ont demandé même que l'on laisse ça à une structure plus indépendante, soit par exemple, pourquoi pas à la Sénat. Et c'est comment j'ai suggéré. À la Sénat, ou une structure totalement légère. Qu'est-ce que les gens veulent faire si tant? Et on veut mettre un conseil d'administration, on veut mettre une direction. Ça, c'est encore une structure budgétivore. Et lorsque vous voyez même la structure du conseil d'administration, sur 7 bien 8 personnes, à peine un revient à l'opposition. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que le gouvernement ne va n'être comme parti que ce que le gouvernement veut. Donc le gouvernement va avoir peut-être 1 ou 2 partis acquis à lui et qui vont se donner tous les moyens possibles pour exister et détruire les autres partis. Moi, je crois que ça ne va pas marcher. Et je l'avais dit à nos camarades députés de la mouvance présidentielle pour dire tel qu'ils votent les lois là, s'ils ne font pas attention, aussi bien pour le système partisan que pour le code électoral, ils vont voter, mais ils vont se mordre le bras et non le doigt. Parce que l'ambition, du moins ce qu'on leur fait miroiter, et pour leur dire, oui, vous serez positionné, vous serez ici, ils seront surpris de constater que la liste va être déposée, leur nom ne va même pas figurer là-dessus. Donc il vaut mieux qu'ils aient la tête sur les épaules, qu'ils soient vigilants, pour se dire en politique là, l'adversaire d'aujourd'hui peut devenir l'ami de demain. L'ami intime d'aujourd'hui peut devenir même l'ennemi de demain. Et la rage et la ruine n'épargneront personne. Qu'ils fassent beaucoup attention. Ils n'ont qu'à continuer à voter les yeux fermés là. Ils seront surpris de constater qu'ils ne vont pas être candidats avant de dire qu'ils Merci, monsieur le ministre. Une dernière question. Parce que c'est la fin. Valentin, vous êtes quand même un acteur politique très influent dans la commune d'Abomey-Calavi. Il y a eu des casses qui ont été effectuées dans cette commune. Il y a également cette affaire d'expropriation du domaine qui est dédié à la réalisation ou à la construction de l'aéroport de Goudigui. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Merci beaucoup, cher ami, pour cette question qui me tient quand même à cœur. Oui, voilà, je prie Dieu qu'il illumine chacun de nous et qu'il nous donne la sagesse d'en haut.
Vous voyez, j'ai eu à intervenir sur une radio de la place et j'ai trouvé des gens dans la République qui ont dit que je n'aime pas le développement de la localité où je vis. Je ne sais pas quel est. Apparemment, les gens ne comprennent pas français. Je ne sais pas de quoi ils parlent. Je dis, je ne suis pas contre que l'on construise des routes. La preuve, c'est nous qui avons commencé tous les projets dont on parle là. C'est les projets de Haïboni. Car la seule différence cette fois-ci, pour la traversée de Calavi, au lieu d'une voie, on dit que ça va être double voie. C'est la différence que je vois. Sinon, de Révier jusqu'à Calavi-Kota, c'est nous qui l'avons initié, on avait lancé. Mais dites-moi, la Constitution, et c'est voilà encore le problème, la violation permanente de la Constitution. La Constitution dit, vous pouvez être propriétaire des gens, mais juste et préalable dédommagement. Juste et préalable dédommagement. Ça, c'est la Constitution, ça. Mais lorsqu'on se lève et qu'on casse même des maisons à étage avec titre foncier, et c'est après on réunit les gens pour dire non, il faut contribuer au développement national. C'est l'intérêt général. Que même si on peut perdre les enfants, non? Que si quand vous perdez votre enfant, à qui vous réclamez l'enfant? Donc supposez que votre maison qui est détruite là, c'est un peu comme si vous avez perdu un enfant. Quand un chef tient ce langage là, encore que le chef qui tient ce langage, lui n'a pas encore donné l'exemple. Lui n'a pas encore laissé ses biens personnels pour le développement national. Au contraire, lui, il prend encore les domaines de l'État. Moi, ça me dépasse. Franchement, je veux bien que l'on construise les routes. Ça a été une bonne chose. Mais lorsqu'on veut être propriétaire des gens, parce que c'est pour compte d'utilité publique. Ce n'est pas un seul individu qui va donner son bien pour l'intérêt général. Et encore, il y a ce qu'on appelle même la faculté contributive, même pour les impôts. Plus vous avez de revenus, plus vous donnez. Donc, il faut pas demander à quelqu'un qui a une seule partie dans sa vie de donner ça pour l'intérêt général, alors qu'il n'a plus rien. Mais ça, c'est unique. Pour Gros-Djibé, l'aéroport, là aussi on dit, si on doit dédommager les gens, mais quand on a voulu faire la route Godomain, Boycon là, on a dédommagé les gens, on a payé des milliards. Même si on ne peut pas payer autant, le minimum, mais quand on dit, on prend, et ça on va fixer tout forfait, les gens ne savent même pas à combien ils vont être payés. Pour la de Calavi jusqu'à Révier là. Et vous savez, il y a quelque chose que je vous dis aujourd'hui. Personne ne voit encore ce danger-là. Et je vous le dis. Vous voyez, il y a deux phénomènes. Où ce régime, même après son départ, pendant 50 ans, nous allons gérer les casses. Tel qu'on va sur le marché financier pour faire des emprunts obligataires. Là. Les emprunts obligataires, c'est des trucs de courte durée. Hein. Vous avez quelques mois, 3 ans maximum. Au grand plus 7 ans. On risque même de faire des prêts pour payer encore des prêts. Ils vont endetter tellement le pays que les régimes qui vont venir après n'auront plus rien à faire. Toutes les recettes vont servir à payer les dettes. Et tel qu'on fonctionne en cassant les gens, depuis d'abord on voulait déplacer, d'abord c'est pas même Calavi, décidément Calavi, on dirait même qu'il y a un malheur qui suit Calavi. On veut déplacer Tokwa dans Tokwa pour amener ça à Diagbo. C'est pas une nouvelle chose que d'avoir le grand marché du Bénin à Calavi. Mais là aussi on veut prendre 200 hectares. Je ne sais pas comment on va dédommager les gens. Le problème n'est pas réglé. L'aéroport, on veut acheter le mètre carré à 75 francs, donc une partie va coûter 35 000 francs, encore, parce qu'on veut faire quelque chose, il faut que les gens contribuent. Tous ceux-là, à Calavi, de Calavi à Révier, ceux qu'on a fait casser, ils vont traduire l'État devant la justice, ça je vous assure tout. Ça peut durer 50 ans. L'État va payer ça cher. Donc, on va donner l'impression d'avoir travaillé pour le pays, mais on est en train de créer des problèmes énormes à la génération future. Je ne sais pas par quel moyen l'État peut s'en sortir. Même des gens qui ont titre foncier, vous les cassez et après on va dire non, que c'est juste l'espace qu'on a pris là, c'est là qu'on va payer. Les gens ils vont traduire l'État en justice, il n'a rien à faire. Tôt ou tard, à moins que la justice n'existe plus. Et en ce moment, la justice existera. En ce moment, ils ne sont plus là. Et c'est la génération future qui est là. Donc, on est en train de lier les mains aux dirigeants qui vont venir par la suite. On est en train de les mettre dans l'incapacité de pouvoir régler les problèmes de la nation pour donner l'impression que oui, voilà, et ceux qui sont venus n'ont pas pu quelque chose. Parce qu'on a mis un stock impressionnant de dettes. Et on a mis des problèmes, des contentieux énormes de la République. Aujourd'hui, vous voyez, on donne notre économie aux étrangers, le port aux étrangers, l'aéroport aux étrangers, avec des contrats. Demain, lorsqu'on va dénoncer, vous allez vous retrouver devant les instances judiciaires internationales. C'est-à-dire, il y a une nuit qui est en train de tomber sur le Bénin. Il y a un drame qui se joue. Mais quand on en parle, on se met à poursuivre les gens, on cherche que les gens fuient leur pays, on cherche que les gens aillent en prison, parce que les gens parlent tout ça. Mais, au nom de Jésus-Christ, ce pays ne va pas sombrer. Et tous ceux qui ne vont pas travailler pour la paix, pour la justice dans ce pays, il y aura la justice divine. Et vous verrez comment les choses vont se passer dans ce pays. Merci. Monsieur le ministre, c'est votre dernier mot? C'est votre mot de fin? Pratiquement, oui. Merci à vous, Kadra Chirou, merci d'avoir conduit l'entretien avec moi. Je rappelle que vous êtes Valentin Djenontin, vous êtes honorable député à l'Assemblée nationale, vous êtes secrétaire exécutif national FCBE. Merci beaucoup
d'avoir pris part à cette émission, l'invité de la semaine. Merci Nadège, Merci. merci Cadet, c'est un plaisir pour moi. Et je salue également tous ceux qui ne sont pas sur le plateau, qui sont en train de s'activer dans les couloirs, dans les coulisses, pour nous donner une belle image. Merci à vous, Monsieur le ministre. Merci donc à tous et à toutes pour l'attention. On retiendra donc de cet entretien qu'on ne doit pas interpréter la loi. Tous les 1er juillet, on doit installer la COSLEPI. Il faut simplement le faire sans autre forme de commentaire. L'honorable Valentin Djanotin nous a tous invités à respecter et à nous référer au test de la République pour le bien de notre pays. Merci pour l'attention. À dimanche prochain. Portez-vous bien. Au revoir.